Bonjour, je suis ravie de vous retrouver sur la chaîne Livre sur ordonnance. Aujourd'hui, je vous propose un résumé du livre Votre avenir sur ordonnance, écrit par le docteur Frédéric Salman. Alors, pour commencer, ce que j'ai vraiment aimé dans ce livre, c'est déjà le sentiment très puissant de reprise de pouvoir. Parce que c'est un livre, si vous voulez, qui est tellement riche, il y a de nombreux conseils qui sont faciles à mettre en œuvre. Vous vous sentez à nouveau en fait capable d'inverser complètement la vapeur. Et vous vous rendez vite compte qu'il est possible d'agir au quotidien finalement assez facilement et surtout d'avoir des résultats impressionnants en termes d'énergie et de bien-être. J'ai aussi adoré parce que c'est un livre plein de bon sens, tout simplement. Et ce que j'ai aimé, c'est que le docteur Frédéric Salman aborde le sujet du jeûne. Donc c'est parti, on commence justement par le jeûne. Alors le jeûne, malgré ce qu'on entend dire sans arrêt, c'est pas du tout un phénomène de mode puisque c'est une pratique qui existe depuis plus de 2 millions d'années. Et à l'heure actuelle, face à l'explosion des maladies de civilisation et de l'obésité, ça pourrait être plutôt sage et utile de faire preuve de bon sens dans sa façon de s'alimenter et de revenir à des basiques. Vous connaissez sûrement l'expression « qui veut aller loin ménage sa monture ». Justement, notre corps est précieux puisqu'il va nous accompagner tout au long de notre vie. Et pourtant, à force de nous suralimenter et de manger sans faim, on l'épuise et on l'use prématurément. Donc si on prend juste un peu de recul sur notre façon de nous alimenter, est-ce que vous avez toujours faim lorsque vous vous asseyez à table pour manger? Est-ce que vous mangez par habitude? Est-ce que vous mangez pour le plaisir? Frédéric Salman vous propose finalement de tester et de juger par vous-même des bienfaits du jeûne. C'est une façon en fait d'offrir des vacances à votre corps. Alors au niveau bienfaits, les bienfaits du jeûne sont nombreux et largement étayés scientifiquement. Par exemple, au niveau des intestins, jeûner permet de régénérer la surface des intestins et de favoriser un bon microbiote. Alors jeûner permet aussi de sécréter par exemple une hormone de croissance anti-âge et aura des effets sur votre mémoire, votre vivacité d'esprit, votre joie de vivre, vous aurez un visage plus rayonnant. Au niveau épigénétique, ce qu'on mange influence vraiment directement nos gènes. Et en plus de ça, jeûner va augmenter les performances de votre cerveau. Et au-delà de la pause digestive à proprement parler, jeûner vous permet aussi finalement de prendre davantage conscience de votre façon de vous alimenter. Donc finalement, résume Frédéric Salman, jeûner, c'est comme accéder aux meilleurs secrets de longévité. Donc vous pouvez vous faire ce cadeau, essayez, expérimentez, vous seul savez ce qui vous convient. Alors, pourquoi le jeûne est si bénéfique? Est-ce que vous avez déjà entendu parler de la loi de l'hormèse? L'idée en fait de la loi de l'hormèse, c'est qu'en soumettant notre organisme à un stress adapté à ce qu'on peut supporter, on va forcer notre corps en réaction à s'adapter et c'est comme ça qu'il va se renforcer. Donc s'abstenir de manger va venir stresser positivement notre organisme. C'est la même chose que vous pouvez obtenir par exemple avec la douche froide, l'exposition au chaud dans un sauna, un effort musculaire intense et court qu'on va répéter plusieurs fois par exemple. Tous ces stress adaptés à notre capacité vont nous renforcer. Et en privant momentanément notre organisme de nourriture par le jeûne, vous allez le stresser et le forcer à s'adapter. Donc que va faire votre corps? Il va réagir rapidement en allant piocher l'énergie là où elle est disponible, directement dans les cellules. Et vos cellules vont s'auto-nettoyer. Alors, ce phénomène d'auto-nettoyage, ça s'appelle l'autophagie. Et le chercheur qui a été à l'origine de cette découverte a reçu le prix Nobel. C'est pas... Donc jeûner, en fin de compte, va vous aider à éliminer les cellules vieilles ou malades. C'est assez incroyable. Donc être à l'écoute de son corps et respecter ses propres rythmes biologiques est vraiment la clé. Et c'est pour ça que, une fois que vous aurez écarté toute contre-indication médicale éventuelle, le jeûne séquentiel vous aidera à prendre soin de votre corps. En supprimant juste un repas par jour, vous allez reprendre en main et apprendre finalement à mieux vous connaître en fait. L'idée c'est d'être à l'écoute de vos besoins réels, tout en restant vigilant en termes éventuellement de déséquilibre alimentaire, de besoins nutritionnels. Donc comment faire? Pour commencer, vous pouvez tout simplement réapprendre à avoir faim. Comme vous n'êtes plus un nourrisson qui hurle pour téter, vous pouvez juste commencer par accepter d'avoir faim pendant 1 heure. C'est bon pour la santé. Donc cette méthode toute simple de reculer le moment de manger, ça va vous faire entrer progressivement dans le jeûne. Prenez bien le temps d'écouter surtout votre corps, d'apprivoiser la sensation de faim que vous ressentez. D'ailleurs, est-ce que vous avez réellement faim? Parfois c'est de la fatigue, de l'ennui, de la frustration, de la soif. Si
Sinon, est-ce que le jeûne fait maigrir? Alors oui, dans la mesure où vous allez être davantage à l'écoute des signaux de votre corps. On mange finalement moins par automatisme. Et puis parce que le corps va brûler les graisses stockées, donc optimise le métabolisme en diminuant l'inflammation. Et surtout, l'avantage majeur, c'est que là, il n'y aura pas d'effet yo-yo. Bon, souvent, le seul problème finalement, c'est dans notre tête. On a tous des idées reçues sur le jeûne et tout un tas de croyances. Par exemple, la peur de ne pas y arriver, la peur d'avoir trop faim, la peur d'être fatigué, est-ce que je vais être capable de tenir sans manger? Mais bon, ça c'est normal, c'est depuis la nuit des temps finalement. La peur de manquer de nourriture, elle nous pousse toujours à surconsommer des aliments. Et en avoir conscience, c'est un bon début. D'autant plus que vous pourrez tout à fait boire de l'eau ou de la tisane, alors pas sucrée, mais vous pourrez boire. Et si vous vous demandez quelle est la durée idéale du jeûne séquentiel, alors il n'y a pas de réponse, ça dépend. Chaque personne est unique. Bon, on parle quand même généralement de 16 heures d'affilée. Ça vous permettra de supprimer un des 3 repas quotidiens. Si par exemple votre dernier repas de la journée est à 20 heures, vous ne remangerez pas jusqu'au lendemain midi. Gardez bien à l'esprit dans tous les cas qu'il faut que vous soyez attentif à vos sensations et à l'écoute de votre corps. En termes de timing des repas, si vous voulez, on est d'accord que notre santé elle est directement liée au contenu de nos assiettes, mais on pense moins souvent au timing des repas. Parce que selon l'heure à laquelle vous prenez vos repas, les conséquences métaboliques seront complètement différentes. Nos adipocytes, donc les cellules graisseuses, elles sont sensibles vraiment au cycle lumière-obscurité. Donc si on mange au mauvais moment, on perturbe complètement nos cycles biologiques. L'exemple que je peux vous donner, c'est les personnes qui travaillent de nuit, elles sont davantage à risque d'obésité. Donc commençons tout simplement par respecter nos propres rythmes biologiques. Bon, il ne faut pas non plus que ça devienne une obsession, mais on fait juste preuve de bon sens. Et n'oubliez pas que votre mental va être déterminant, comme souvent. Focalisez-vous sur toutes les fois où vous avez réussi à résister à la tentation, plutôt que sur les éventuels échecs. Donc vous l'aurez compris, jeûner va vous permettre de nettoyer vos intestins, de vous régénérer, de vous réparer. Voilà. La seconde partie du livre Votre avenir sur ordonnance aborde justement les intestins. Elle s'appelle Jeûne séquentiel, le bonheur est dans les intestins. Vous le savez, les intestins ont un rôle vital, à la fois barrière qui élimine les déchets, mais également ils permettent l'absorption des bons nutriments. Et vous le savez aussi, j'imagine, dans vos intestins, il y a des milliards de micro-organismes qu'on appelle le microbiote intestinal. Ça représente quand même entre 1 kg et 5 kg de poids corporel. Et ce qui est passionnant, c'est qu'on vit généralement en harmonie avec ces micro-organismes. Et la quantité et la qualité de notre microbiote a même un effet vraiment déterminant sur notre santé. C'est pour ça qu'il faut absolument qu'on nourrisse bien notre microbiote. Et en fait, on a le choix de manger pour nous ou contre nous. Donc l'idée, c'est de pas tout le temps manger la même chose. La variété est importante. Oser aller vers des nouveaux aliments. Privilégier les fruits et légumes gorgés de vitamines et de minéraux. Vous pouvez également ajouter des aliments lacto-fermentés. Alors eux, ils vont venir directement nourrir votre microbiote. Et l'autre point important, prenez le temps de bien mâcher les aliments avant de les avaler. Parce que la digestion commence dans la bouche. C'est déjà là que les aliments commencent à être transformés grâce aux enzymes qui sont contenues dans la salive. Et il est aussi important de prendre le temps de manger. Arrêtez d'avaler vos repas à toute vitesse, par pitié. N'oubliez pas de bien faire la distinction entre la notion de besoin et la notion de plaisir. Alors l'idéal, c'est de faire correspondre les deux, c'est sûr. Des aliments dont votre corps a vraiment besoin et qui vous font plaisir à la fois. Là, on est gagnant. Mais bon, il faut manger mieux pour manger moins, finalement. Et puis, restez attentif aux signaux que vous envoie votre intestin. Avant de prendre un médicament qui va masquer des éventuels symptômes, cherchez plutôt à en comprendre la cause. Pareil, si vous vous sentez mal après un repas, réfléchissez à l'aliment qui pourrait en être responsable. Est-ce que c'est les légumineuses? Est-ce que c'est le lait? Est-ce que ça peut être les légumes crus? Voilà, on se pose la question. Attention, chewing-gum, boisson gazeuse, c'est pas terrible. Encore une fois, tout est une question finalement de bon sens. Donc, en vieillissant, comment ça se passe? Le problème de l'intestin qui va vieillir, c'est qu'il va laisser passer dans le sang des substances indésirables qui auraient normalement dû se retrouver aux toilettes. Donc, ça va finalement provoquer une inflammation qui va augmenter l'inconfort digestif, les gaz, les ballonnements, les spasmes, et ça va affecter notre espérance de vie. Donc, vieillir, ça
Je le conçois, on n'y peut pas grand-chose, mais vous pouvez agir car cette perméabilité intestinale, elle est augmentée par des aliments ultra transformés, par l'alcool, les antibiotiques, les pesticides. Donc faites les bons choix. Sinon, attention au stress chronique. Il est néfaste et c'est pour ça que c'est important vraiment de le prendre en compte. Le sport, la relaxation, la méditation, tout ça par exemple pourra vous aider à lutter contre. Et maintenant, écoutez bien ces phrases. Est-ce que vous vous dites parfois des choses comme ça? À table, il ne faut pas sauter de repas. Petit déjeuner comme un roi, déjeuner comme un prince et dîner comme un mendiant. Alors, chacun est libre de croire ce qu'il veut, mais le souci, c'est que toutes ces injonctions et croyances, finalement, elles nous poussent à manger, même quand on n'a pas faim. Encore une fois, pourquoi manger si on ne ressent pas le besoin? Je vous rappelle que chez nous, en France, on meurt davantage des excès de nourriture que de la faim. Et rappel important, après un repas, on devrait se sentir en forme et surtout pas fatigué, lourd ou tout transpirant. Donc, on reprend maintenant des pratiques à favoriser. Se lever à heure régulière, bouger et rester actif pour favoriser la descente du bol alimentaire dans les intestins. Ne pas rentrer le ventre parce que ça réduit la place disponible pour les intestins. Et à long terme, ça peut finalement faire un peu mal au ventre. Et le dos, en bas du dos. Il y a plusieurs exercices vachement très simples qui sont proposés dans le livre pour prendre soin de ses intestins et de toute la fonction digestive. Finalement, ça vous permettra de résoudre de nombreux désagréments. Donc, n'hésitez pas à vous l'offrir. Vous pouvez aussi limiter la consommation de viande et surtout de ne pas en manger de trop grandes quantités à la fois. Attention au sel, on en consomme toujours beaucoup trop, enfin en tout cas en excès. Ça nuit vraiment à la qualité de notre microbiote intestinal. Évitez les déodorants qui empêchent de transpirer, parce que la peau, c'est un organe d'élimination. Donc, si vous voulez, plutôt que lutter contre les odeurs, il vaut mieux lutter contre la transpiration en elle-même. Mettez des vêtements légers en coton, par exemple, ça sera mieux. Allez aux toilettes dès que vous en avez envie. Ça ne sert à rien de faire stagner des déchets dans le corps. Mangez des légumes et des fruits frais et de saison. Voilà pour les conseils essentiels. On arrive maintenant à la troisième partie de votre avenir sur ordonnance, qui s'appelle jouer à devenir centenaire. À votre avis, on a combien de chances d'arriver à 100 ans? 48%, 12%, 3%? C'est 3% la probabilité de devenir centenaire. Alors la bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas dû qu'au hasard, mais que toutes les cartes sont entre nos mains. Il n'y a plus qu'à passer à l'action. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Donc on vient de parler d'alimentation et de jeûne, mais il y a aussi d'autres données à prendre en compte. Par exemple, et c'est important, l'effort intellectuel, la concentration, l'apprentissage et le plaisir qui en découle sont associés à des durées de vie plus longues. Autre point, le bonheur, les gens heureux ont une durée de vie en bonne santé plus longue. Finalement, les accidents, les maladies héréditaires et les autres facteurs extérieurs qui influent sur la mortalité représentent statistiquement une part faible des décès. L'essentiel va se jouer, écoutez bien, dans le mode de vie que vous allez choisir d'adopter au quotidien. Donc n'oubliez pas, il faut bouger parce que la sédentarité rend malade, alors que l'activité physique, au moins 30 minutes par jour, c'est vraiment bénéfique pour la santé, physique mais aussi mentale. Et gardez à l'esprit qu'il faut qu'il y ait une marge de progression en fait, dans votre pratique, c'est-à-dire vous augmentez la durée, vous augmentez progressivement l'intensité pour que vous ayez toujours un réel effort à fournir. Souvenez-vous de la loi de l'hormèse dont on a parlé tout à l'heure. En fait, les exercices à haute intensité vous renforceront. On les appelle les HIIT, vous savez, H-I-I-T. C'est en fait le fait d'alterner des efforts courts et très très intenses, entrecoupés de phases de récupération. Et sinon, dans la journée, il y a plein d'opportunités de se faire du bien et de bouger. Si vous êtes en retard, courez. Si vos invités vont arriver dans pas longtemps, vous rangez toute votre maison en un quart d'heure. Ces brefs moments d'agitation intense pendant lesquels vous êtes essoufflé sont super bénéfiques pour la santé. Frédéric Salman en fait dit pendant 3 minutes par jour, appuyez sur l'accélérateur. Bon, vous pouvez aussi aller vous balader après manger par exemple. Et cerise sur le gâteau, bientôt vous adorerez faire le ménage et les corvées quand vous aurez compris que c'est une véritable source de bien-être qui vous permet de bouger. Enfin, une astuce m'a interpellée. Continuez de vous forcer, essayez d'ouvrir vous-même les bocaux et les bouteilles en fait, parce que la force des mains, elle en dit vraiment long sur votre état de santé. Passons maintenant à la partie numéro 4 qui s'appelle « Accéder à une nouvelle dimension en faisant jeûner votre cerveau ». Donc en partant du constat que par nature, l'être humain aime le jeu,
parce que ça fait du bien au corps comme à l'esprit, Frédéric Salman vous propose de changer de perspective. Et si vivre longtemps et en bonne santé était un jeu? Alors comment faire? Déjà apprendre à voir la vie autrement, parce que la routine et la sédentarité de l'esprit nous font vieillir prématurément. Inversement, être optimiste, se stimuler intellectuellement vous fera gagner des années de vie. L'idée est d'en profiter et de voir la vie comme un petit enfant en fait qui sait véritablement vivre dans le moment présent lui. Vous pouvez et vous devez réapprendre à jouer, parce que jouer réduit le stress, ça libère les énergies positives. Trouvez juste ce qui vous passionne, et pour ça, il y a vous essayez, vous testez. Je vous cite une phrase que j'ai aimée, savoir se détendre et rire, c'est déjà se ressourcer. Voilà quelques conseils en plus. N'ayez pas peur du changement, car il est souvent inévitable. À quoi bon lutter? D'autant plus que vous en retirerez peut-être des bienfaits. Acceptez-vous comme vous êtes. À vouloir plaire à tout le monde, on finit par se perdre complètement soi-même. Et une autre citation m'a plu. Écoutez bien. On n'arrête pas de jouer parce qu'on vieillit, on vieillit parce qu'on arrête de jouer. J'adore. J'enchaîne. Attention aux idées parasites qui grignotent la vie. Arrêtez de ruminer sans cesse, de ressasser toujours la même chose. Pour ça, une astuce, soit vous les écrivez sur un papier en 3 mots, soit vous les criez, mais vous faites sortir en fait. Arrêtez de vous morfondre, ça réduit l'espérance de vie de 7 ans quand même. Et n'oubliez pas qu'un rétroviseur, en voiture, c'est 5% de la taille du pare-brise. Donc il vaut mieux regarder devant, car c'est votre vie qui se joue maintenant dans le présent. Et puis en plus, on a toujours tendance à embellir le passé, alors que c'est pas la réalité forcément. Sinon, les radins ne font pas des centenaires. Il existe un lien entre générosité et espérance de vie en bonne santé. Et puis n'oubliez pas de suivre votre intuition, ça vous permettra de faire des choses qui vous correspondent vraiment, qui correspondent à la personne que vous êtes au plus profond de vous, à vos valeurs. C'est vraiment un moyen d'être bien dans sa tête. Parce que vous savez aussi que le stress chronique est responsable d'un vieillissement prématuré, et il nous ronge complètement de l'intérieur. Donc il faut vraiment être super vigilant sur la façon dont on utilise notre énergie chaque jour. Surtout, mais arrêtez de la gaspiller pour des choses qui n'en valent pas la peine, et je m'adresse ce conseil à moi aussi. Et le livre, justement, contient de nombreux exercices pour favoriser votre bien-être. Je vous en donne un. Pour augmenter la sécrétion de sérotonine, l'hormone du bien-être, remplissez votre bouche d'eau tiède ou laissez-la se remplir de salive toute seule et restez comme ça pendant 2 minutes en respirant tranquillement. La tension dans les joues va finalement activer la sécrétion de sérotonine via le nerf vague. Ça va vous détendre. N'oubliez pas de prendre soin de votre sommeil. Éventuellement, offrez-vous un masque en fait pour dormir dans le noir complet. Votre sommeil sera de meilleure qualité. Et qui dit sommeil de meilleure qualité dit meilleure journée aussi. Et puis si vous dormez mal une nuit, relaxez-vous. Arrêtez d'en faire tout un drame. On dormira mieux la nuit suivante. On retrouve en fait le même principe, la loi de l'hormèse du début. Si vous dormez mal une nuit, vous dormirez mieux la fois d'après. Et puis on n'a pas tous le même rythme en plus. C'est important d'en tenir compte et d'essayer de coller au maximum à notre rythme naturel personnel. N'oubliez pas de jouer avec votre cerveau pour libérer sa puissance. Je m'explique, c'est pas parce que vous êtes adulte que vous devez être une personne sérieuse qui ne joue plus, bien au contraire. Si vous voulez vivre longtemps et en bonne santé, surtout jouez. Au-delà du bien-être immédiat, jouer va vous rendre plus intelligent. Et dans le livre, il est même dit que il faut devenir paresseux et feignant. Parce que ne rien faire parfois, ça fait du bien. Et ça permet de développer sa créativité. Alors c'est pas évident, parce qu'on est vraiment programmé pour être tout le temps productif, mais c'est possible de se réhabituer. Alors le premier pas que vous pouvez faire, c'est simplement vous déconnecter, vous posez votre téléphone 5 minutes par jour. Et stop. Ne tombez pas non plus dans un excès de paresse. Il faut encore une fois trouver le juste milieu entre activité et repos. Et autre option, la sieste, entre 10 et 20 minutes. Il ne faut pas que ça serve en fait à remplacer des nuits qui sont toujours beaucoup trop courtes en fait. Voilà, donc sommeil de bonne qualité, d'une durée suffisante, ça vous mettra de meilleure humeur, vous serez moins anxieux, vous grignoterez moins et vous aurez une meilleure acuité cérébrale. Alors, week-end, vacances. Ne tombez pas dans le piège de l'inactivité la plus totale. On pense que ça nous fait le plus grand bien de ne plus rien faire, alors que finalement ça a tendance à complètement nous abrutir. On perd de l'intelligence et même de l'immunité. Et oui, ça vous est sûrement déjà arrivé de tomber malade au tout début de vos vacances, parce que vous vous êtes trop relâché. Partez plutôt à l'aventure, ça vous stimulera intellectuellement.
Sinon, diminuez tout simplement votre temps d'écran. Le réel a toujours beaucoup plus d'intérêt quand même que le virtuel. Et puis pour votre santé, une meilleure immunité, une meilleure humeur, ça vaut le coup de se tempérer. Le silence et la déconnexion vous feront vraiment le plus grand bien. Et à moi aussi. N'hésitez pas à mentir aussi. Et oui, c'est noté. Bon, de façon inoffensive, sans faire de mal aux uns et aux autres ni à vous-même. Mais parfois, quelques arrangements avec la réalité, ça permet de diminuer le stress. Et puis apprenez à dire non, avec fermeté, sans culpabilité. Autorisez-vous aussi à crier, alors quand vous êtes seul, parce que ça peut vraiment faire un peu peur aux autres autour, pour faire sortir toutes les tensions et les émotions qui s'accumulent. Parce qu'à force de ne pas vouloir faire de vagues, finalement, on finit par causer des dégâts à l'intérieur de nos corps. Vous pouvez aussi, une petite habitude rigolote, prendre l'habitude de vous applaudir pendant 6 secondes. C'est la technique de l'ovation personnelle. Ou alors, vous vous frottez chaleureusement les mains, pareil, pendant 6 secondes. N'hésitez pas aussi à tenir par la main les personnes que vous aimez. On a tous besoin de contact physique et de chaleur humaine. Bon, il faut que ça reste consenti, évidemment. Vous pouvez vous offrir une balle anti-stress. Elles sont très efficaces contre l'anxiété et même la douleur. Et une astuce aussi simple, alors il faudra essayer. Respirer sa propre odeur apaise. Par exemple, vous mettez vos mains en coupe et vous respirez quelques secondes en respirant calmement votre odeur. C'est apaisant. À tester. Nous arrivons maintenant au passage cours de récréation. Entrez dans votre cours de récréation personnelle. Comment faire des bêtises pour être en bonne santé? Parce que finalement, adopter des bonnes habitudes saines, bon, c'est très bien pour vivre en bonne santé, mais si vous vous souvenez de la loi de l'hormèse, faire un excès de temps à autre vous forcera à vous adapter. Frédéric Salman les appelle des dérapages contrôlés. Le but, c'est de complètement renverser la routine et en plus de vous renforcer, ça limitera la frustration à long terme. Donc travaillez aussi, je passe du coq à l'âne, mais il y avait tellement de conseils. Faites de la marelle, jouez, ça vous permettra d'éviter de trop chuter quand vous serez vieux. N'hésitez pas à siffler, siffloter, c'est un message de détente formidable que vous vous envoyez. En plus, vous serez moins ridé autour de la bouche. Faites des bulles de savon, enfin, vous voyez, pour vous relaxer, n'hésitez pas à vous gratouiller délicatement. Et bon, vous voyez, c'est un livre qui fourmille d'idées. Un conseil par contre super important, marcher pieds nus. C'est super important de marcher pieds nus, on a des milliers de terminaisons nerveuses sous les pieds, ça renforce les pieds, la force, l'équilibre, la mobilité articulaire et ça détend énormément. Et pour continuer dans l'esprit cours de récré, quand vous êtes frustré par votre quotidien, autorisez-vous à régresser, ça fait du bien. Alors dire des gros mots, faire des grimaces dans le miroir, ou même si vous avez tendance parfois à grignoter pour vous détendre du gras et du sucré et du salé, vous pouvez aller vraiment au bout de la démarche pour retrouver la sensation repue de la petite enfance. Vous vous offrez une bouillie destinée aux tout petits, style floraline, vous mangez ça, ça va vous apaiser comme quand vous étiez gamin. Autorisez-vous aussi à mettre le bazar, ça peut faire du bien, parce qu'être désordonné, ça laisse plus de place à l'imagination. Et vous pouvez même aller au bout de la démarche, vous mangez comme un gamin, avec les doigts, vous en mettez partout, il paraît que l'expérience sensorielle vaut le détour. Vous êtes toujours là? Alors on peut passer à la dernière partie qui parle de sexe, et qui s'appelle la sexualité ou comment jouer avec la puissance de son imaginaire. Je vous cite Frédéric Salman. La sexualité est un concentré de joie de vivre et de bonne santé. Voilà, tout est dit. Je ne sais pas si vous le saviez, mais faire rarement l'amour augmente le stress, l'inflammation et affaiblit l'immunité, tout en augmentant le risque de décès. Et inversement, avoir des rapports sexuels réguliers apporte bonheur et santé. Donc, j'ai envie de dire, faites-vous plaisir. Pour lutter contre la routine et la diminution progressive de la fréquence des rapports sexuels et du plaisir au fil des années, il est aussi possible d'appliquer le principe de l'hormèse qu'on retrouve là aussi, via des pratiques différentes, par exemple le tantrisme. C'est une piste à explorer. Et ce qui est important aussi, au-delà de l'acte en lui-même, finalement, c'est n'oubliez pas de jouer, de profiter des baisers, des massages, des câlins, des séances de chatouille. Parce que tout ce qui se joue en dehors, finalement, de la sexualité, va beaucoup l'influencer. Je continue mes exemples, mais si votre partenaire vous fait rire, si vous aimez passer du temps avec, si vous êtes complice, forcément, ça va vous apporter une sexualité plus épanouie. Donc, dernier conseil, mettez-vous à nu. Assumez vos désirs, vos fantasmes. La sexualité ludique est beaucoup plus excitante. Et plutôt que si elle devient trop conventionnelle, Stop aux préjugés, aux tabous. À partir du moment où tout le monde est consentant, amusez-vous.
À ce sujet, dans le livre, Frédéric Salman propose plein d'exercices pour renforcer le tonus vaginal, pour améliorer la mobilité et l'élasticité de certains muscles, et donc augmenter son plaisir. Voilà, il est temps de vous quitter. J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi avoir la version papier du résumé du livre sur le site Livre sur ordonnance. Je vous mets le lien en bas. Et je vous propose aussi gratuitement de faire le grand test santé que j'ai mis au point pour vous. C'est pour faire le point et savoir sur quoi vous pouvez agir pour améliorer ou conserver votre santé. Vous trouverez aussi le lien dans la description. N'hésitez pas à vous offrir le livre. Vous imaginez bien qu'un résumé ne risquera certainement jamais de remplacer un livre. En plus, ce livre, comme je vous disais, il contient tellement de conseils, tellement d'astuces que ça vaut franchement le coup. Et je vous laisse en vous rappelant ce dernier conseil de bon sens. Évidemment, vous n'hésitez pas à demander l'avis de votre médecin si vous avez un doute. Le livre n'est pas une consultation médicale. Ça va mieux en le disant. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. À très bientôt pour une prochaine vidéo.